La tête de liste écologiste Marie Toussaint est, semble-t-il, à la peine dans les intentions de vote entre 7 et 8%. Elle répète qu'après avoir eu le vent dans le dos lors de l'élection de 2019, où Yannick Jadot avait convaincu quand même 13,4% des électeurs, eh bien les écologistes aujourd'hui ont désormais le vent de face. Pourquoi ? Parce qu'il y a des thèmes comme l'Ukraine, Gaza, l'immigration, la sécurité, le pouvoir d'achat qui se sont imposés apparemment dans la campagne, ce qui rend d'autres sujets peut-être plus difficiles à aborder, comme ceux pourtant majeurs de la transition écologique. David Cormand est deuxième sur la liste EELV, Europe Écologie Les Verts, aux élections européennes donc du 9 juin. Ancien secrétaire national donc des Verts, il est lui-même député européen sortant. Bonjour David Cormand. Bonjour. Et vous avez publié 2 ouvrages, Ce que nous sommes, repères écologistes, au cas où nous ne le saurions pas AU, je précise, et puis Tant de cerveaux libérés, en finir avec la publicité. 2 ouvrages aux éditions publiés par donc les Petits Matins. Voilà, en finir avec la pub, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plus de pub sur le service public, par exemple. Quand j'entends des radios concurrentes publiques, j'entends de plus en plus de publicité. Vous voulez supprimer ça ? Plus largement, je trouve qu'on est dans une société où on a une injonction à la consommation, et je dirais même à la surconsommation, et tout ça est beaucoup guidé par la publicité. Alors bien sûr, la publicité visuelle, dans nos villes, mais aussi dans nos campagnes, ce qui est assez laid en général, et ce qui est, encore une fois, une injonction à la consommation. Aussi, effectivement, dans les médias, ça prend beaucoup de place. Mais aussi, vous savez, avec ces petits objets numériques et les réseaux sociaux qu'on consulte, ou ce qu'on appelle le business model, le modèle économique, ces grandes multinationales qu'on appelle les GAFAM, Facebook, Twitter, etc., c'est de collecter nos données personnelles pour faire ce qu'on appelle ensuite de la publicité ciblée. Et donc, on est dans un nouvel âge de la publicité qui est de plus en plus intrusive, qui pénètre de plus en plus dans nos esprits pour nous faire consommer des biens de consommation dont on n'a pas forcément un besoin vital, c'est moins qu'on puisse dire. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit ouvrage, parce que l'Union européenne est le premier marché du monde, et donc c'est intéressant à cette échelle de réfléchir à c'est quoi notre relation à la consommation, et donc c'est quoi notre relation à la publicité. Vous voudriez défendre un projet qui légifère en ce domaine ? Oui, on l'a déjà un petit peu fait pendant cette mandature, en légiférant sur ce qu'on appelle les allégations vertes, c'est-à-dire en quelques mots, le greenwashing ou la publicité mensongère. Par exemple, c'est quand on vous vend un billet d'avion en vous disant qu'il est neutre en carbone parce qu'on a planté des arbres en contrepartie. Et vous avez beaucoup des labels, quand vous vous promenez dans un supermarché ou ailleurs, on vous vante le produit comme étant écolo, ami des abeilles, ami des fleurs, ou ce que vous voulez, alors que souvent c'est un mensonge. Donc on a commencé à légiférer là-dessus, mais j'aimerais effectivement qu'on aille plus loin pour protéger les citoyennes et les citoyens de la publicité, que nous ne soyons pas réduits par notre modèle au simple état de consommateur ou de consommatrice. Je pense qu'on est plus que ça. C'est la question que je pose à tous les députés sortants. François-Xavier Bellamy, par exemple, a dû aussi répondre à la question toute simple. Quel bilan faites-vous de votre mandature ? Écoutez, sur cette mandature, d'abord, je ne vais pas être trop long, mais c'est une mandature qui a été frappée par l'histoire, avec le départ de la Grande-Bretagne au 1er janvier 2020, le choc de la crise Covid et ses conséquences sanitaires, psychologiques, économiques, l'agression russe en Ukraine, et puis cette grande idée en 2019 qui a été de faire ce qu'on a appelé le pacte vert. Cette mandature, ces 5 dernières années, ça a été pour l'Union européenne, en tout cas au début, une volonté de transformer notre rapport à la consommation, à la production dans l'Union européenne, pour, vous savez, rester dans les accords de Paris. L'accord de Paris, c'était de ne pas augmenter de plus d'1,5 degré le réchauffement climatique, parce que dans ce cas-là, il y a des effets qu'on commence à voir d'ailleurs sur le climat, sur l'agriculture, sur la biodiversité, etc., sur les traits de côte, l'augmentation du niveau des océans et tous ces sujets. Et donc ça, c'est un élément de fierté, c'est d'avoir affronté ces éléments, ces événements, et d'avoir initié ce qu'on appelle ce pacte vert. Puis au niveau plus personnel, moi j'ai travaillé sur la consommation, vous l'avez compris par rapport au début de nos échanges, je suis dans la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, et notamment ce que j'ai réussi à apporter, c'est une économie plus circulaire, où on a légiféré pour davantage réparer, le réusage, où on a réussi à faire interdire ce qu'on appelle l'obsolescence prématurée. Vous savez, l'obsolescence prématurée, c'est pour les entreprises ce moyen commercial de nous vendre des objets qui tombent en panne plus vite que ce qu'ils pourraient faire, s'ils le voulaient, pour nous en faire racheter d'autres. Donc en fait,
en tant qu'écologiste, ma réflexion politique sur la consommation, c'est comment on fait pour avoir accès aux biens nécessaires, aux biens de consommation nécessaires, sans tomber dans cette société du gaspillage, de la surutilisation, de la surconsommation, de cette idée qu'on s'émanciperait par cette espèce de quête incessante à surconsommer. C'est une idée à la fois qui pose problème en matière écologique. Je pense qu'en plus, c'est un modèle d'imaginaire de société de valeurs qui ne me correspondent pas. Et puis, pour le pouvoir d'achat, évidemment, c'est extrêmement problématique. Donc voilà un peu ce sur quoi j'ai travaillé. Alors, je ne sais pas s'il y a de quoi en être fier. En tout cas, c'est les thématiques qui me sont chères. David, comment il y a la problématique du nucléaire qui s'est aussi posée. Est-ce une énergie verte ? Pour moi, non. Et d'ailleurs, en principe, pour l'Union européenne non plus, puisqu'une énergie verte, elle est définie en gros comme étant une façon de produire de l'énergie sans produire du gaz à effet de serre, ce qui n'est pas le cas du nucléaire, mais sans non plus produire une quantité trop importante de nuisances pour l'environnement. Or, la technologie nucléaire, parmi d'autres problèmes, de mon point de vue, produit, ça je pense que c'est incontestable, des déchets de haute activité pendant une très longue durée. D'ailleurs, il y a une question, parmi d'autres arguments sur le nucléaire, il y a une question philosophique qui m'a toujours perturbé avec le nucléaire, c'est que pour le confort, entre guillemets, énergétique de 4, 5, 6 générations, on lègue à des milliers de générations suivantes des déchets que nous ne savons pas gérer. Les déchets les plus dangereux qu'on va enfouir à Bure sous des tonnes d'argile, c'est des durées de vie de 100 000, 200 000 ans. Donc il y a une question civilisationnelle qui m'intéresse, c'est de quel droit considérons-nous que nous pouvons léguer pour 100 000, 200 000 ans des déchets très dangereux pour notre confort aux générations actuelles, alors qu'on peut faire autrement. Il n'y a pas de fatalité à utiliser du nucléaire. Donc, mais entre le charbon et le nucléaire, qu'est-ce que vous prenez ? Mais je pense que c'est une mauvaise façon de poser le débat, parce qu'on peut faire ni l'un ni l'autre. Les énergies fossiles, le charbon en fait partie, mais comme le pétrole, comme le gaz, il faut que nous en sortions, parce que nous en avons trop utilisé, et ça a des impacts déterminants sur le climat. Mais le nucléaire apporte pas vraiment de réponse à ça. D'ailleurs, la preuve, depuis en France, on est, pour l'électricité, sur le tout nucléaire, depuis le début des années 80, le fin des années 70, on a une part de production électrique en France qui est le record du monde, qui est plus de 70% d'origine nucléaire. Et c'est pas pour ça qu'on n'utilise pas de pétrole, c'est pas pour ça qu'on n'utilise pas de gaz. Donc, dans la part de consommation énergétique en général, la part d'électricité n'est pas forcément la plus importante, même si elle a vocation à croître. Et c'est une bonne nouvelle, parce que si on la produit à partir d'énergie renouvelable, elle a peu d'impact sur l'environnement. Mais je crois que le nucléaire, au fond, est un peu un miroir aux alouettes. Et c'est très lourd à mettre en œuvre. On le voit avec les EPR, puisqu'aujourd'hui, c'est dans l'actualité, parce qu'on ouvre... on inaugure à Flamanville. L'EPR de Flamanville. Moi, je suis normand. Je suis né là-bas. C'est un dossier que je connais en tout cas que je suis depuis très longtemps. On présente ça comme une victoire. En fait, c'est la chronique d'une catastrophe industrielle, l'EPR, puisqu'il aurait dû être inauguré en 2012. Ça fait déjà 12 ans. La Cour des comptes évalue son prix à 19 milliards d'euros pour un réacteur. Il était prévu, quand on l'a lancé, à 4 milliards d'euros. Donc c'est quelque chose qui est très cher, qui est très lourd à mettre en œuvre, qui est très compliqué à mettre en place, alors qu'on sait déployer assez rapidement des énergies renouvelables avec d'autres impacts qu'il ne faut pas nier sur les paysages. On peut trouver ça beau, pas beau. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est plus rapide à déployer, c'est moins irréversible. Si vous voulez démonter une éolienne flottante offshore, ou même une éolienne terrestre d'ailleurs, vous avez certes du béton, mais c'est beaucoup plus simple à régler que des déchets nucléaires dont je parlais tout à l'heure. Donc je crois que la solution de bon sens, facilement déployable, désormais moins chère, c'est plutôt le renouvelable. David Cormand, sur un terrain électoral, puisque justement nous sommes sur l'écologie, Emmanuel Macron est à Fécamp, donc pas très loin de chez vous. Puisque, là, pour des éoliennes offshore, pour le coup. Voilà, des éoliennes offshore, donc Fécamp, vous êtes de la région de Rouen, de la vallée du Cailly, oui. Précisément. À Canteleu, oui. Voilà, et une région industrielle, bassin historiquement de la chimie, il y a du textile, beaucoup, pétrochimie, oui. Engrais. Donc c'est toute la région, aussi Elbeuf, qui... Oui, Grand Couronne, Grand Quevilly, Petit Quevilly. Voilà, où la gauche aussi est assez forte, traditionnellement. Oui, c'est des territoires populaires, ouvriers, alors même s'il y a moins d'usines maintenant, donc ont une tradition populaire, ouvrière, absolument.
Alors, donc, je disais, Emmanuel Macron est à Fécamp, puis à Flamanville, à Fécamp pour les éoliennes, à Flamanville pour l'EPR. Normalement, vous ne devriez pas être dans ce studio, vous devriez être sur ce terrain-là pour occuper l'espace de la problématique écologique. Est-ce qu'il est-ce qu'il occupe trop l'espace sur ce terrain-là à votre détriment? Là, je parle d'un point de vue strictement électoraliste. Non, pour être sincère, j'aimerais qu'il l'occupe plus. Moi, j'aurais aimé que depuis 7 ans, là, vous savez, on est en train de commémorer les 7 ans de l'élection d'Emmanuel Macron. J'aurais aimé qu'il en fasse plus de l'écologie, parce que je l'ai entendu beaucoup en parler, ça c'est vrai, mais en réalité, aujourd'hui, on a une France qui est en retard, c'est-à-dire qui est le seul pays des 27 en retard sur les énergies renouvelables. Donc, ce parc éolien offshore de Fécamp, il est temps de l'inaugurer, parce qu'il y a eu beaucoup de retard, et là, c'est pas pour des raisons techniques, c'est pour des raisons réglementaires et de manque de volonté politique, alors que la France a la deuxième façade maritime du monde. On a un des plus grands potentiels d'éolien offshore du monde, et il est il commence à peine à être utilisé. Donc voilà. Et puis bon, rassurez-vous, en Normandie, j'y suis souvent, et quand le président est là, c'est pas ma modeste présence qu'aurait pu contrecarrer sa capacité médiatique. Moi, je ne suis qu'un simple député européen. Mais non, il y a un vrai enjeu. D'ailleurs, et ce que je veux dire, c'est que ce qu'il fait aujourd'hui, vous l'auriez fait si vous avez été en responsabilité à sa place. Inaugurer un parc éolien offshore, et je pense que si nous étions à sa place, on en aurait inauguré davantage. Même si le parc éolien se voit de la côte, ce qui afflige beaucoup d'habitants de ce littoral très pittoresque. C'est intéressant de se rendre sur place, parce que quand on voit, il est visible, mais c'est des bâtons d'allumettes qu'on discerne à peine à l'horizon. Enfin, l'horizon est massacré quand même, David Cormand. Non, franchement, allez voir, l'horizon n'est pas massacré par la présence d'éoliennes. C'est objectivement pas vrai de dire ça. On les discerne, mais c'est pas vrai que ça massacre les paysages. D'ailleurs, moi, je pense qu'il faut une plus juste répartition sur les implantations d'éoliennes entre les éoliennes sur terre et les éoliennes en mer, parce que si on les met pas offshore, on les met où? Et là, pour le coup, en implanter beaucoup des éoliennes donc terrestres, là, pour le coup, ça a un impact qui existe. Moi, j'ai jamais nié, toute installation industrielle a des impacts. Après, il faut être cohérent. Si on veut de l'électricité chez soi, il faut bien la produire. Et donc, il y a forcément des déconvenus quand on produit de l'électricité. Donc, si on veut assumer d'avoir de l'électricité, il faut choisir quelque part les nuisances. Et l'intérêt des éoliennes offshore, c'est que d'abord, elles ne sont pas terrestres, donc elles ne sont pas à proximité d'habitation. On peut les implanter à des endroits où ça a un impact extrêmement limité sur la biodiversité. Et même, on peut installer à leurs pieds, vous savez, des récifs artificiels pour faire des réserves halieutiques, pour que les poissons se régénèrent. C'est ce qui se fait au Danemark, dans des pays qui ont plus d'avance que nous. Donc ça peut être aussi une opportunité en matière de biodiversité, les éoliennes. Ce qui est potentiellement moins le cas lorsqu'elles sont terrestres. Donc il faut analyser ces sujets-là. Mais sur la question écologique, vous savez, c'est Emmanuel Macron qui a décrété une pause réglementaire au niveau européen. Donc moi, j'étais très déçu par le premier mandat et le début de deuxième mandat d'Emmanuel Macron sur l'écologie, alors qu'il avait promis d'en faire beaucoup plus. Et je pense que c'est un rendez-vous manqué avec l'histoire, mais aussi avec ce que notre civilisation doit impulser comme virage. Parce que si nous voulons continuer à habiter la Terre, il faut qu'elle reste hospitalière à la vie. Et ça nécessite de changer de modèle. Et on ne peut pas tout faire et en même temps, comme aime le dire le président. On ne peut pas à la fois promouvoir une économie très prédatrice, très concurrentielle, etc., et dire qu'on veut une planète plus apaisée, avec une économie plus en lien avec la capacité de la Terre à se régénérer. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté la chronique tout à l'heure qui portait sur la tour de Babel et le lien avec la Pentecôte. La tour de Babel, donc, c'est cet appétit, c'est ce qu'a dit notre chroniqueur, l'objectif de croissance infinie que la société moderne s'est donné depuis 3 siècles, présenté comme un moyen au service de l'homme et de ses aspirations. L'économie, comme la tour, finit par devenir autonome, imposer ses fins propres. On ne produit plus pour satisfaire ses besoins réels. On crée des besoins artificiels pour permettre la production et accroître ainsi le volume du PIB. Nous sommes en plein dans la tour de Babel, métaphore d'actualité biblique. Ça vous parle ? Beaucoup, mais on parlait tout à l'heure de mon petit ouvrage sur la publicité. C'est exactement la citation que vous venez de lire sur, en fait, on ne mange plus pour vivre, on vit pour manger. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous a échappé dans notre rapport à la consommation, qui n'est plus calibré pour nos besoins d'émancipation, de libération, mais au contraire, qui sont devenus une prison. D'ailleurs, c'est un paradoxe. Cette société de l'abondance
finit par créer une forme de pénurie. Une pénurie alors physique, puisque à force de trop consommer, de trop exploiter les matières premières, on arrive à des situations de pénurie. Pareil, cette espèce de grand déménagement du monde, ce libéralisme économique qui nous garantissait, soi-disant, l'accès illimité à des ressources, montre ses limites. On l'a vu d'ailleurs avec l'agression russe en Ukraine, où tout d'un coup, la première économie du monde que nous sommes s'est révélée comme étant en manque de certaines matières premières. On l'a vu au moment de la crise Covid. Et puis, ça nous émancipe pas non plus, ça nous libère pas d'un point de vue, je dirais pas spirituel. Moi, je suis athée, mais il y a une forme de rapport au monde, de contemplation au monde, qui, de mon point de vue, est largement altérée par cette société de consommation que j'appelle la société de consommation. Et donc oui, remettre l'économie à l'endroit, c'est l'une des ambitions de l'écologie. Moi, je dis souvent, l'écologie, c'est une façon de redonner du sens à notre économie. C'est de quoi avons-nous vraiment besoin? Comment voulons-nous le produire? Qui va bénéficier de cette production? Dans quelles conditions on va produire les choses? Dans le rapport au social, dans le rapport à l'environnement? Quelle est l'utilité sociale et environnementale de la production que l'on envisage? Est-ce que c'est vraiment utile de continuer à produire des milliers de tonnes de pesticides et d'engrais artificiels, alors que par l'agronomie, nous pouvons avoir une relation à la production de la terre qui soit à la fois respectueuse de l'environnement, de celles et ceux qui la travaillent, et de notre alimentation? C'est ça l'écologie. C'est réinterroger toute cette injonction du libéralisme, du productivisme, du capitalisme, appelez-le comme vous voulez, cette injonction à toujours plus, toujours plus, toujours plus. Toujours plus de quoi? Toujours plus pourquoi? À quel moment on choisit? Et la question démocratique, d'ailleurs, elle permet d'arbitrer ça. Moi, je ne crois pas que les lois de l'économie, ce qu'on appelle les lois de l'économie, doivent s'imposer aux lois que nous parlementons ensemble, des lois de la démocratie. Toutes ces questions-là, au niveau européen, elles se posent. Enfin, l'écologie les pose beaucoup. Moi, c'est pour ça que j'étais attiré par ce courant de pensée. L'écologie politique, L'écologie politique. Alors, c'est intéressant, parce que l'écologie politique, c'est le même mot. L'écologie, au début, c'est une science. C'est la science, c'est une science de la Terre. C'est la science des interactions entre tout le vivant et son environnement. Et c'est souvent, d'ailleurs, des scientifiques qui ont donné naissance à l'écologie politique. Que ça soit Rachel Carson, qui avait écrit un très beau livre qui s'appelle Printemps silencieux en 1962, qui était le premier livre à dénoncer l'impact de l'agriculture intensive chimique sur l'environnement. Donc le titre du livre, Printemps silencieux, c'était le silence des oiseaux qui étaient morts, le silence des insectes qui avaient disparu à cause du DDT. Et depuis 60 ans, on en est quelque part encore là. Et oui, il faut ces penseurs écologues ont donné naissance à cette pensée qu'est l'écologie politique, qui est en réalité interroger notre rapport au monde. Mais on en sortira par la décroissance autoritaire ou par l'innovation. Certains pensent, y compris parmi les agriculteurs, et je ferai bientôt une émission sur le sujet, avec un agriculteur innovant, si on peut dire, qui dit on sortira de l'agriculture intensive par plus d'intensivité, mais dans l'innovation. Et donc, l'agriculture se modernise avec des capteurs, avec des tas de choses qui permettent en fait d'améliorer aussi l'écologie. Alors, vous me posez la question, est-ce que c'est par la décroissance autoritaire ou par l'innovation? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Moi, je ne crois pas à l'autoritaire, c'est pour ça que je suis un démocrate. Je pense qu'en plus que l'écologie politique, en tout cas telle que nous l'avons conçue chez ELV, c'est une écologie du consentement. C'est une écologie de la concertation et du consentement. On ne construit rien de durable politiquement et écologiquement et socialement sans le consentement du plus grand nombre. C'est pour ça de l'utilité de la démocratie. Donc je ne crois pas du tout à la décroissance décroissance autoritaire, et je ne crois pas non plus au miroir aux alouettes technicistes. Il y a une aspiration aujourd'hui en matière d'agriculture de transformer les fermes en sites high-tech avec des drones, avec les paysans seraient des ça vous dites non? Non, parce que c'est beaucoup d'énergie grise. Parce que pour produire tous ces appareils, en fait, c'est pas neutre. C'est beaucoup de technologie, c'est de la surtechnologie, alors qu'il y a quelque chose qui marche très bien pour faire de l'agriculture, ça s'appelle l'agronomie. C'est la science de la terre. Et donc, quand on parle d'innovation, c'est une belle question que vous posez. Comment définit-on ce qu'est une innovation? Une innovation n'est pas forcément un progrès. La bombe nucléaire, c'est une innovation. Est-ce que c'est un progrès? Et ça, c'est au débat démocratique de le décider. Nous, les écologistes, souvent, on nous dit « mais vous êtes anti-science ». Non, on est pour dire que la science, pour savoir si c'est un progrès, il faut en débattre démocratiquement. C'est le choix démocratique qui décide de dire si une innovation est ou pas un progrès. Et en matière d'agriculture, ce qui est particulièrement innovant,
c'est des fermes familiales avec de la polyculture, avec de l'élevage à côté, on utilise les déjections des animaux pour redonner de la force à la terre, avec des agricultures où ça tourne, avec des filières courtes, où on a en tête... On rêve de ça, tout urbain rêve de ça, David Cormand. Mais c'est pas un rêve, on sait le faire. Oui, mais on est sur une image un peu mythifiée de la ferme idéale, telle que le 19e siècle paysan la raconte dans ses romans. Non. Alors, ce dont je vous parle là, l'agronomie, c'est pas le retour à la ferme du 19e siècle. C'est des techniques qui sont extrêmement innovantes, de sélection de graines, et c'est pas les OGM. C'est pas, corrompre quelque part la nature par la technologie. C'est pas comme ça qu'on va réussir à s'en sortir. C'est au contraire en étant de plus en plus innovant sur la façon d'utiliser la terre. Et ce qui a beaucoup aussi corrompu l'agriculture, c'est les géants de l'agroalimentaire, c'est les géants de l'agrochimie, c'est la grande distribution. Tout ça, ça n'a rien à voir avec les paysans. C'est un modèle d'industrialisation de l'agriculture qui a conduit à des altérations de la nature et à énormément de pertes d'emplois dans l'agriculture. Vous savez, le plus grand plan social en France depuis l'après-guerre, c'est dans l'agriculture qu'on l'a connu. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut revenir au nombre d'agriculteurs des années 30. C'est pas ça mon propos. Mais entre ce qu'on est en train de vivre, 100 000 fermes ont disparu en France en 10 ans. 100 000 fermes ont disparu. Est-ce que c'est ça le modèle qu'on veut? Est-ce qu'on veut des campagnes désertes qui seraient automatisées avec des tracteurs robots qui nous produiraient à manger pour nous les urbains? Est-ce que c'est ça la société qu'on veut? Moi, c'est pas celle en tout cas que nous promouvons. Vous avez dit, je suis athée, mais vous lisez quand même Laudato Si du pape François. Oui, parce que pour moi, c'est un ouvrage politique. Alors certes, il est inspiré par le Saint-Père, si j'ose dire, mais pour moi, c'est une production extrêmement politique mais qui parle du rapport à la vie, du rapport à la terre, et quelle interaction notre société de consommation, notre civilisation, notre modèle dit de développement nourrit à son environnement. Et je pense que quand on a un rapport pour moi, la transcendance, c'est un rapport de contemplation au monde, de comprendre qu'est-ce qui nous fascine dans ce qui nous entoure, d'où on vient, etc., et accepter une société qui altère de façon aussi irréversible ce qui nous entoure, qui anéantit quelque part notre capacité à la contemplation. C'est une question alors spirituelle quand on est croyant, mais c'est une question fondamentalement politique et qui est, de mon point de vue, complètement niée dans les débats que nous avons. Mais David Cormand qui altère aussi, si on raisonne un peu comme le pape, qui altère aussi l'ordre des choses en termes des relations entre les hommes et les femmes, les relations à la vie, les relations à la vieillesse, etc. Toutes les questions... Toutes choses se tiennent. Tout se tient, c'est ce que dit le pape. C'est ce que disent pas les écologistes non plus. Ils disent pas forcément tout ça. Alors c'est drôle que vous disiez ça, parce que justement, on reproche parfois aux écologistes de s'occuper de questions qui ne seraient pas purement environnementales. Si l'écologie politique est un courant de pensée politique, c'est que nous essayons d'embrasser l'ensemble des questions, que ce soit des questions de société. On parle beaucoup des questions de relations entre les hommes et les femmes. Chez les écologistes, il y a Françoise d'Aubonne, il y a plus de 50 ans, qui parlait d'écoféminisme. Et donc, je crois que notre société induit une forme de brutalité dans la relation aux autres et à ce qui nous entoure. Et il faut apaiser cela. Et donc, c'est ce que propose notre projet écologiste au niveau local, mais aussi au niveau européen. Merci d'être venu nous parler. David Cormand, merci. Je rappelle que vous êtes donc deuxième de la liste Europe Écologie Les Verts aux élections européennes du 9 juin, ancien secrétaire national des Verts, et puis que vous avez publié plusieurs ouvrages, dont Tant de cerveaux libérés, en finir avec la publicité, et ce que nous sommes, repères écologistes. À bientôt. À bientôt, merci.